Cher Helga Tsepla-Rouge et chers participants à cette conférence, il est très important que notre conférence se déroule dans une période de confrontation accrue entre deux blocs de pays leaders dans ce monde. Il s'agit des pays de l'OTAN, dirigés par les États-Unis, et l'autre bloc qui prend forme sous nos yeux est celui de la Russie et de la Chine, dont la déclaration commune du 4 février de cette année a proclamé leur intention d'être ensemble sur toutes les questions. C'est extrêmement important, car l'humanité est au bord d'une troisième guerre mondiale. Et le fil du rasoir de cette confrontation, c'est mon pays, l'Ukraine. Essentiellement, c'est ce dont nous avions averti. Permettez-moi de vous rappeler mon intervention au Parlement européen le 26 février 2014. C'était lors d'une tournée des représentants de notre parti qui, je crois, était très importante pour la communauté internationale lorsque nous avons visité l'Allemagne, la France et l'Italie. Nos amis de l'Institut Schiller nous ont aidés à organiser ce voyage. À l'époque, j'ai dit lors de ma conférence de presse que le coup d'État en Ukraine en 2014 avait amené au pouvoir des nazis et des russophobes et que cela donnerait lieu à des problèmes extrêmement graves, non seulement pour l'Ukraine et non seulement pour le continent eurasiatique, mais aussi pour le monde dans son ensemble. Et effectivement, à partir de 2014, les États-Unis ont commencé à parrainer fortement l'Ukraine et à préparer une confrontation avec la Russie. Quelle autre interprétation peut-on faire du fait que depuis lors, 2,7 milliards de dollars d'armements létaux ont été alloués à l'Ukraine? Quelle autre interprétation peut-on donner au fait d'orienter le gouvernement ukrainien non pas vers une solution pacifique de la crise et vers la recherche de moyens par la diplomatie de résoudre ce conflit sanglant dans le sud-est de l'Ukraine, dans le Donbass, mais plutôt de l'inciter constamment à la guerre avec la Russie. Nous avons assisté à une forme particulière de psychose militariste au cours des 2 ou 3 derniers mois, depuis l'automne dernier. D'après ce que j'ai compris, les États-Unis ont donné le feu vert à tous leurs satellites, de sorte que non seulement ils ont commencé à déverser une avalanche absolue d'armes en Ukraine, mais aussi dans les pays baltes, la Pologne, le Canada et le Royaume-Uni, tous ces pays inquiets, tous, de ce qui se passe en Ukraine, ont également soudainement commencé, soi-disant dans le but de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine contre la Russie, à expédier à l'Ukraine de plus en plus d'armes. Et j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de cadeaux à notre pays, il s'agit de prêts. Le dernier prêt est venu des États-Unis avec des garanties de crédit d'1 milliard de dollars. La Grande-Bretagne a alloué 2,5 milliards de dollars, 2 milliards 300 millions pour être précis, plus d'un demi-milliard du Canada, 1,2 milliard de la France. D'où doivent-ils être remboursés? Comment on va les rembourser? Tu sais, c'est un joug, ce sont des échelles pour notre peuple. Mais ce n'est même pas l'essentiel. Le plus important est que, tandis que l'économie ukrainienne est détruite, notre peuple sert simplement de chair à canon. Et les médias occidentaux ne cessent de le marteler. Lorsque la guerre avec la Russie commencera, le côté ukrainien subira des pertes de 50 000 ou 85 000 personnes. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une pression si forte sur notre pays, sur notre peuple.
Et c'est une attaque psychologique extrêmement dure sur l'état d'esprit de notre peuple, que c'est absolument insupportable. C'est tout simplement insupportable. Donc, ce qui se passe dans notre pays avec la population, c'est vraiment très difficile comme situation. Les gens préparent des go bags, des bacs d'urgence, essaient de localiser les abris anti-bombes, organisent des milices de défense au niveau local. Et lorsque le président Zelensky a vu tout cela, il y a un mois, même lui était abasourdi. Parce que l'Ukraine a perdu 14 milliards de dollars rien que depuis le début de cette année. 12 milliards et demi dus à la fuite des capitaux et 1 milliard et demi dépensés par la Banque centrale ukrainienne pour soutenir la monnaie. Et laissez-moi le souligner, les réserves d'or et de devises de l'Ukraine étaient inférieures à 30 milliards et vous avez 14 milliards de pertes. Il y a un effondrement de nos euro-obligations, de la dette de l'État ukrainien. Il y a un effondrement de la monnaie nationale, comme je l'ai mentionné, et un blocus des capitaux internationaux. Les marchés financiers internationaux sont fermés à l'Ukraine. Une fuite des investissements. Et tout cela s'est produit littéralement au cours des dernières semaines. La Banque nationale d'Ukraine a déjà revu à la baisse ses prévisions de PIB de 3,8 à 3,4%. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Dans notre pays, les gens manquent de ressources, même pour les produits de première nécessité. Aujourd'hui, il a été annoncé que le prix du pain sera bientôt augmenté de 25 ou 30%. Et ce, alors que nous avons déjà, à cause des politiques brutales en matière de retraite et de salaire, la population la plus appauvrie d'Europe, la durée de vie la plus courte. Voilà ce qui résulte des efforts déployés pour monter nos pays les uns contre les autres. Et ce, alors que la Russie a déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas l'intention d'envahir l'Ukraine. Ils font leurs exercices militaires sur leur propre territoire. Mais les médias occidentaux, les États-Unis et le Royaume-Uni n'en tiennent pas compte. Même lorsque la Russie réduit le nombre de ses troupes près de la frontière, les ramenant à leur base à la fin des exercices, ils continuent. Ils disent non, nous ne voyons pas de processus de désescalade. Non, non, nous ne faisons pas confiance à ce que dit la Russie. Quel est le but? Que la guerre ait lieu, sans fond. Qui allume ce feu de la guerre à l'intérieur de l'Ukraine et de l'extérieur? À l'intérieur de l'Ukraine, ce sont les nazis avant tout. Toutes ces organisations ont vu le jour, partis, mouvements, organisations, assoiffés de sang. Ils ont une idéologie qui s'appelle le nationalisme intégral ukrainien. Et cette idéologie a été créée par Dontsov et Skiborsky au début du XXe siècle, puis mise en œuvre par Stéphane Bandera et Shkushevich. C'est une idéologie d'inimitié entre nos peuples, une idéologie de guerre, une guerre misanthropique. Cette idéologie d'une Ukraine nazie a infecté une partie de la population de notre pays. Et le pire, c'est que cette idéologie est devenue l'idéologie officielle du gouvernement ukrainien, comme nous en avions averti. En conséquence, les personnes de culture russe, les membres de minorités ethniques sont devenus des personnes de seconde zone. Regardez-moi, je suis ukrainienne, mais ma langue maternelle est le russe. Je ne me conçois pas en dehors de la civilisation russe. Mais toute diffusion de chaînes de télévision russes et toute diffusion de programmes en langue russe a été interdite en Ukraine. Les tribunaux, les agences gouvernementales, les écoles et les universités ne fonctionnent qu'en ukrainien. Et on ne cesse d'attiser de la psychose. Il faut détruire les moscovites. Cela dit en ouverture, même à la télévision. Ça, c'est à l'intérieur de l'Ukraine. Et à l'extérieur de l'Ukraine, nous voyons que les États-Unis, avec à leur tête Biden, qui est censé se soucier de la souveraineté de l'Ukraine,
Il n'écoute que la version des idéologues nazis. Pourquoi Biden, qui parle de souveraineté, ne comprend-il pas que la souveraineté de l'Ukraine est incorporée dans la déclaration de souveraineté de l'État et que notre souveraineté a été confirmée par 2 référendums en 1991, un en mars et un en décembre. Et puisque c'est le cas, la démocratie occidentale aurait dû soutenir la démocratie en Ukraine. Mais cela signifie le pouvoir du peuple et la volonté du peuple. Lisez la déclaration de souveraineté de l'État ukrainien. Regardez ce pourquoi notre population a voté. Rappelez-vous que c'est ce type d'Ukraine que la communauté internationale a soutenu. C'est ce type de souveraineté qui a été reconnu comme la souveraineté de l'Ukraine. Elle comprenait un statut de neutralité pour l'Ukraine et elle incluait une union avec la Russie et la Biélorussie. Et si nous avions un état d'union, il n'y aurait pas eu de problème avec la Crimée. La Crimée serait restée l'enfant chéri de l'Ukraine et de la Russie, au lieu d'être un objet de discorde aujourd'hui. C'est pourquoi il est important aujourd'hui de prendre conscience de ce qui doit être fait afin de changer radicalement la situation et éviter une guerre. Je diviserai mon propos en 2 parties, ce que l'Ukraine doit faire et ce que la communauté internationale doit faire. La priorité absolue pour l'Ukraine est de procéder à la dénazification. Ce qu'il faut, c'est aider le gouvernement ukrainien avec les efforts conjoints de toute la communauté internationale à interdire tous les partis, mouvements et organisations ayant une orientation nazie. Il existe suffisamment de normes et de principes internationaux pour le faire. Je vais simplement citer les conventions qui permettent à la communauté internationale d'aider l'Ukraine dans ce but. Il s'agit de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Tout y est. L'interdiction de la propagande de guerre, l'interdiction du fonctionnement des organisations qui prennent position en faveur de la discrimination raciale sur la base de la race, de l'ethnicité ou de tout autre critère. C'est ce qu'il faut faire en Ukraine. Et c'est d'une importance capitale pour notre pays. Et il faut comprendre que sans ce qui suit, l'Ukraine ne survivra pas. Après la dénazification, le rétablissement de notre statut de pays neutre et la possibilité de mettre en œuvre ce qui était la volonté exprimée par notre peuple, un état d'union avec la Russie et la Biélorussie. Quant à la partie internationale, que faut-il faire? Bien sûr, nous espérons et prions passionnément pour que la Russie et la Chine puissent convaincre les États-Unis et l'Allemagne de s'asseoir à la table des négociations et d'élaborer une nouvelle architecture mondiale, de trouver ces principes, de les valider et de les mettre à la base de certains documents qui permettra la possibilité d'une coexistence pacifique de différents pays dans le respect, bien sûr, de leurs intérêts nationaux et de leur caractère distinctif. Et bien sûr, nous devons changer le modèle économique mondial. Nous nous souvenons que Lyndon LaRouche nous a expliqué que sans un changement radical du modèle économique, il n'y aurait pas de développement durable. Il sera impossible de défendre les intérêts nationaux des différents pays. C'est ce à quoi toute l'humanité progressiste doit aspirer. Et c'est la position de notre Parti socialiste progressiste d'Ukraine. Merci beaucoup de m'avoir écouté.